Pardon, d'où vient le théâtre? Alors, le théâtre est un art vivant où des hommes viennent agir et parler devant d'autres hommes qui sont spectateurs. Où fait-on du théâtre aujourd'hui en France de façon permanente? Dans les théâtres nationaux. 5. Donc 4 à Paris et 1 à Strasbourg. Dans les centres dramatiques régionaux, une trentaine. Dans les centres dramatiques régionaux et dans les scènes nationales. Il y en a 70 environ en France. Tous ces lieux sont situés dans les plus grandes villes de France, mais aussi dans les théâtres classiques, appelés à l'italienne, des théâtres qui se trouvent dans les villages et dans les villes. Les salles italiennes, on en parlera au XVIIIe siècle, des salles de spectacle qui sont dans les églises, dans des hangars, désaffectés. Souvent, ces lieux sont dirigés par des compagnies indépendantes, subventionnées ou pas. Et dans les théâtres privés de Paris. Mais le théâtre se pratique aussi occasionnellement dans des festivals, l'été, dans des salles des fêtes, en plein air, ou dans la rue. Où le théâtre s'apprenti? Dans les écoles d'acteurs. L'École nationale supérieure de Paris, l'École du théâtre national de Strasbourg, l'ENSAT, l'ERAC, qui sont des écoles de théâtre nationales. Il y en a 13 en France. Et les conservatoires de province, comme à Avignon, ou des cours privés qui préparent à ces grandes écoles. Et des filières littéraires option théâtre dans l'éducation nationale qui proposent aussi des classes de pratique artistique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de mécénat, d'argent privé. Mais c'est l'argent public qui reste la première aide aux artistes de théâtre. Le ministère de la Culture, qui en 1945 n'était qu'une direction des arts et des lettres, devient un ministère à part entière à partir de 1959, c'est-à-dire il y a 58 ans. L'argent public provient aussi des conseils régionaux, des conseils départementaux et des communes. Mais d'où vient le théâtre? Tel qu'on le connaît aujourd'hui, à savoir un art vivant où les hommes viennent agir et parler devant d'autres hommes qui sont spectateurs. Il vient de Grèce. Il est né au VIe siècle avant Jésus-Christ. Pendant les 21 premiers siècles, il s'est déroulé en plein air. Il était gratuitement offert à la population par les autorités. C'était donc un service public. Mais d'où vient le théâtre? Remontons à la préhistoire en Europe. À l'époque où les hommes peignaient dans les grottes de Lascaux ou de Chauvet, ils avaient des pratiques rituelles magiques pour exorciser leur peur des bêtes et rendre leur chasse fructueuse. On imagine que ces chasseurs faisaient des danses devant le reste de la tribu, le visage recouvert de peinture ou d'un masque, à fumer des cornes et de la peau de l'animal qui voulait chasser. Oui, certains y voient ici l'embryon du théâtre. Mais le théâtre n'est pas magique, c'est avant tout un jeu. Donc, nous ne sommes pas encore au théâtre. Puis, les hommes se sont sédentarisés. On créé des dieux et des déesses qui incarnaient les éléments naturels. Ils les priaient pour avoir des récoltes abondantes et ont inventé leur histoire. C'est ainsi que sont nées les mythologies. Parmi toutes les mythologies, c'est la mythologie grecque qui nous intéresse, car le théâtre grec s'est nourri d'elle. Pourquoi le théâtre grec? C'est en Grèce qu'est né le théâtre tel que nous le concevons encore aujourd'hui en Europe. Pourquoi ces textes de théâtre nous sont-ils parvenus et ont-ils inspiré les auteurs européens les plus célèbres? Parce qu'ils cherchaient à atteindre l'universel, c'est-à-dire ce qui peut toucher les hommes en tout temps et en tout lieu. Alors comment le théâtre naît-il en Grèce, et plus particulièrement à Athènes? Car les auteurs dont les textes nous ont été transmis étaient tous athéniens, dans l'ordre. Échille, Sophocle, Euripide et Aristophane. Mais lui, nous en parlerons plus tard. Où ces auteurs puisaient-ils leur inspiration? Dans la mythologie. Essentiellement dans deux familles de héros. La lignée des Atrides, de la ville d'Argos, en relation avec la guerre de Troie, Agamemnon, son frère Ménélas, son épouse Hélène, et la lignée des Labdacides, de la ville de Thèbes. C'est l'histoire de Édipe, de ses enfants, Éthéocle et Polynice, Ismène et Antigone. Apprends-le. Créon accorde l'honneur d'une tombe à l'un de nos deux frères et le refuse à l'autre. Éthéocle vient d'être enseveli selon les rites et la justice pour être honoré chez les morts. Mais l'autre, Polynice, le malheureux, nul n'a le droit de l'enterrer, de le pleurer. Il doit rester sans sépulture et sans lamentation, comme une proie offerte en pâture aux rapaces. Toutes ces légendes avaient été transmises par les Aèdes, des poètes qui racontaient en vers les exploits de ces dieux et de ces héros. Aède vient du verbe ado, chanter en grec, que l'on retrouve dans le mot ode en français. Le plus connu des Aèdes était Homère. Il racontait des exploits des dieux et des héros en introduisant dans leurs récits en vers chantés des dialogues
qui imitaient des conversations entre les héros. Tandis que les Troyens dépouillaient ces morts de leurs armes, les Achéens, s'empêtrant dans le fossé profond et les palissades, fuyaient ça et là, et passaient derrière leurs murs par nécessité. Hector exhortait les Troyens à grands cris. Fondez sur ces vaisseaux, laissez ces dépouilles sanglantes. Celui que je remarquerai loin des vaisseaux, sur le champ, je préparerai sa mort. Et ses frères, ses sœurs n'obtiendront pas pour le bûcher son corps. Les chiens le déchireront devant notre ville. C'est le début d'une théâtralisation. Mais comment est-on passé de ces récits d'Aède à l'écriture d'un texte pour une mise en scène avec des acteurs et un chœur? À l'époque des Aèdes, donc de la Grèce archaïque, Bien avant Sophocle, lorsque quelqu'un mourait, il était pleuré par des chœurs d'hommes ou de femmes qui exprimaient ainsi la souffrance du peuple. Parallèlement, d'autres chœurs d'hommes et de femmes se formaient au moment des fêtes pour célébrer par des chants et des danses les dieux de la cité. Ces chœurs exprimaient cette fois la joie du peuple. Ces rituels funèbres ou joyeux sont déjà une forme de théâtre, puisqu'ils expriment le sentiment des spectateurs. C'est ce que plus tard on appellera la catharsis au théâtre, c'est-à-dire la purgation des émotions, qui est l'action de les apaiser ou de les éliminer, les émotions, en les présentant sur le théâtre. à cette même époque, c'est-à-dire au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc 200 ans environ avant Échille, arrive le culte d'un nouveau dieu, Dionysos. Dionysos est à la fois un dieu souffrant, puisqu'il a été déchiqueté par les titans, et un dieu symbole de vie et de joie, puisqu'il a été ressuscité par son père Zeus. Il est le dieu des forces instinctives libérées par le vin. C'est pourquoi c'est le dieu de la vigne, de l'ivresse poétique, et finalement du théâtre. Dionysos, une couronne de lierre sur la tête, une peau de faon tachetée sur le dos, la nébride, avec pour ceinture des serpents vivants, et à la main un thyrse, un bâton avec une pomme de pin qui symbolise la tête de la victime autrefois sacrifiée. Il n'a pas de temple. Son culte se pratique en plein air. Ses fidèles, les vacants, s'habillent comme lui et boivent du vin pour libérer la force instinctive que la civilisation repoule en eux. Hommes et femmes sont en proie au délire et se livrent à des orgies rituelles qui les conduisent à des actes de folie furieuse, comme le montre Euripide dans sa pièce Les Bacchantes, où les femmes de Thèbes, devenues bacchantes possédées, ont la force de déchirer des vaches à main nue. Ça va, tout va bien là. Oh là, voilà, ça va, voilà. Pour canaliser la folie de l'orgie dionysiaque, la société la met dans les bourgs, sous forme de chaos tournoyant. Le chaos tournoyant. Sur la place à danser, en terre battue du village, on dresse une borne de pierre. C'est l'autel, la timélée. La timélée. La timélée. La timélée. La timélée. Ah, la timélée, oui, bien sûr. Sur laquelle on commence par boire et par sacrifier. Hop. Un bouc, au lieu d'un enfant. Les participants se mettent à chanter. C'est le chant du bouc, du dieu souffrant, qui donnera son nom à la tragédie. Littéralement, Dragos, le bouc, et Édie, de Oidos, le chant. Même racine qu'Aède. Ensuite, l'anneau des chanteurs-danseurs se réduit aux 40 ou 50 gars du village les plus doués. Ils deviennent les choreutes d'un chœur. Les plus inspirés, des choreutes en proie à l'ivresse, se mettent à improviser. Et leur improvisation est reprise par tous. Puis, un choreute plus inspiré que les autres grimpe sur l'autel et il développe ses improvisations. C'est le coryphée, le chef du chœur. Tout s'immobilise. Puis le chœur se met à tourner tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Au couplet du coryphée répond le refrain du chœur. Plus tard, on place une table près de l'autel. Le coryphée y grimpe et il développe ses improvisations par les récits en vers chantés des aventures de Dionysos. C'est le dithyrambe. Enfin, on déplace la table à l'extérieur de la piste du chœur. Le coryphée fait face à l'autel et aux spectateurs, dont l'anneau s'est ouvert et entoure la table et la piste. C'est l'esquisse
du futur théâtre grec. L'orchestra, le lieu où l'on danse, en grec, c'est la piste. Le proskenion, qui plus tard deviendra la scène. Et enfin, l'hémicycle, où sont assis les spectateurs, sur des gradins en bois, que l'on appelle aussi le théatron, le lieu d'où l'on voit. Le théatron, le lieu d'où l'on voit. Le théatron, le lieu d'où l'on voit, pardon. C'est même pas mal ici, hein? Voilà comment, en 200 ans environ, le culte de Dionysos a donné naissance à l'espace théâtral dans lequel seront jouées les tragédies, mais aussi les comédies, qui viennent également du culte de Dionysos. Car Dionysos est aussi le dieu des vendanges et du pressoir. En son honneur, on fait un défilé carnavalesque, en chantant, en dansant, avec des chariots décorés, où les vignerons ivres de vin nouveau portent d'énormes sexes en cire et improvisent des parties grossières, où ils injurient la population qui leur répond dans des combats de gueule. Ce défilé s'appelle le Komos. C'est lui qui donne son nom au mot comédie. Moins 534, fin du VIe siècle. Pisistrate, tyran d'Athènes, crée les grandes Dionysies en l'honneur de Dionysos. C'est le premier grand concours annuel de tragédie. 5 jours par an. Au début du printemps, on construit des théâtres en bois, des montants, adossés à une colline, pouvant recevoir 15 000 spectateurs. Le premier à remporter le bouc, qui était le prix du concours, fut Thespis. On dit que Thespis allait sur un chariot où masques et matériels s'entassaient et sans doute sa troupe personnelle de Corée. Il utilise des masques réservés alors à certains chœurs et crée la notion d'acteur. Car en changeant de masque, il devient tour à tour les personnages évoqués. Il dialogue avec le chœur, crée le prologue et la tirade en vers parlé. Ces innovations transforment le culte de Dionysos en création littéraire. On passe du cultuel au culturel, car les tragédies ne s'inspireront plus directement des aventures de Dionysos, mais puiseront leur inspiration dans les héros de la guerre de Troie, comme Édipe, et d'où le proverbe. Quel rapport avec Dionysos? Un autre poète, Phrynikos, introduit le masque féminin et emprunte ses sujets à l'histoire contemporaine, comme le fait plus tard Échille dans les Perses. C'est Échille qui porte le nombre d'acteurs de 1 à 2, ce qui lui permet de créer des joutes verbales sur scène, comme cela se passait dans la démocratie athénienne, dans les débats politiques ou dans les procès, qui se tenaient dans les théâtres ou dans des lieux semblables, à flanc de colline. Dans les deux cas, les spectateurs exprimaient leurs sentiments par des votes, des applaudissements ou des protestations, car le théâtre à Athènes est lié à la vie de la cité. Et comme cité en grec se dit polis, le théâtre est donc politique. La démocratie athénienne donne une mission éducative au théâtre, celle de faire réfléchir les spectateurs sur le comportement des hommes par l'intermédiaire des tragédies. Donc, les citoyens les plus pauvres perçoivent de l'argent pour assister au spectacle. Donc, Échille introduit le second acteur, Sophocle, le troisième. Les acteurs sont tous des hommes, choisis pour leur performance. Ils devaient interpréter à tour de rôle des personnages masculins et féminins. Sophocle, dans Édipe à Colonne, justifie la sortie d'un personnage pour pouvoir en faire rentrer un troisième sans aller contre la règle des 3 acteurs. Démonstration. Oui, père. Ordonne-nous ce qu'il faut faire. Où trouver moi-même la force d'accomplir tous ces rites? Je suis faible et aveugle. Que l'une de vous deux l'exécute en mon nom. Une seule suffit. Si elle offre aux déesses un cœur pur, faites vite. Ne me laissez pas seul sinon. Que deviendrai-je sans personne pour guider mes pas? J'irai, mais dites-moi d'abord où est l'endroit. Ainsi, Ismène, la fille d'Édipe, sort pour laisser la place à Thésée, le même acteur jouant les 2 rôles. Mais il y a mieux.
On pense que dans cette pièce, le rôle de Thésée a été joué successivement par chacun des 3 acteurs. Les acteurs ressemblent à des mannequins géants avec leurs masques porte-voix. Où trouver moi-même la force d'accomplir tous ces rites? Je suis faible et aveugle. Que l'une de vous deux l'exécute en mon nom. Une seule suffit. Si elle offre aux déesses un cœur pur, faites vite. Ne me laissez pas seul, sinon, que deviendrai-je sans personne pour guider mes pas? Ils ont des costumes rembourrés avec des couleurs codées. Le rouge pour le roi, le blanc pour les princesses. Ils ont des chaussures avec des semelles épaisses qui les grandissent, les coturnes. Leur allure impressionnante empêche les spectateurs de s'identifier à eux. Car le théâtre, c'est le lieu de la réflexion et de la mise à distance. L'acteur antique s'efface totalement derrière son rôle pour laisser la place à la représentation des comportements humains transformés par l'art. Ils appelleront cela la mimésis, qui veut dire imitation, mais qui est mieux rendue par représentation de la réalité. Le théâtre étant un miroir plus ou moins déformant de la société humaine. Le chœur, c'est un groupe de gens qui chantent et qui dansent. Il est composé de 15 garçons choisis parmi l'élite d'Athènes. Il représente les citoyens de la ville d'où se déroule l'histoire, Thèbes, Troie, etc. C'est un personnage collectif qui interroge les autres personnages par l'intermédiaire de son chef, le coryphée. Il est donc le trait d'union entre les spectateurs et les acteurs. Il n'y a pas de séparation entre le public et les acteurs qui évoluent dans l'orchestre autour de l'autel de Dionysos. Le chœur et les acteurs entrent par les parodoi, les 2 accès latéraux le long du prosténium. C'est par là aussi qu'entrent sur le public. Les acteurs se changent dans la skéné, sorte de baraque en bois dans laquelle ils entreposent leurs masques et leurs costumes, et dont l'arrière leur sert de coulisse, et le toit, de lieu d'apparition exceptionnel, un guet ou un dieu, déposé par une grue, appelée la mécanée, comme s'il venait du ciel. Sophocle invente aussi la skénographia, le fait de peindre la skéné. La skénographia donnera son nom à la scénographie, qui est l'art encore aujourd'hui de construire un décor ou un espace scénique. La skéné, elle, donnera son nom à la scène en prenant la place de l'orchestra. Voilà. Toutes les bases du théâtre telles que nous les concevons encore aujourd'hui en Europe sont posées. La tragédie a ses lettres de noblesse. Pour les grandes Dionysies, les auteurs devaient écrire chaque année 3 tragédies sur un même thème et un drame satirique. Échille a remporté 13 fois le premier prix. Et on a conservé 7 pièces sur les 90 qu'il a écrites. Ardent patriote, il combat à Marathon. On rapporte qu'un aigle, voulant manger une tortue, et prenant le crâne dénudé d'Échille pour un rocher, lâcha la tortue du haut désert pour la fracasser. Et bien Échille mourut à 69 ans en recevant la tortue sur la tête. Voilà. Sophocle, 24 au premier prix, mais on n'a conservé que 7 pièces sur les 123 qu'il a écrites. C'est un homme politique important, ami de Périclès. C'est un stratège, un des 10 hommes politiques les plus importants de la ville d'Athènes. À 86 ans, il lit devant ses juges Édipe à Colonne pour prouver qu'il n'est pas gâteux. Euripide a remporté 5 fois le premier prix. Et on a conservé 19 pièces sur les 93 qu'il a écrites. C'est un auteur de fin de siècle, de fin de régime. Il assiste à la chute d'Athènes. Il fut déchiqueté vivant par des chiens à l'âge de 74 ans, rapporte la légende. Et quelle tragédie! Bienheureux de la tragédie! C'est ce qu'a mis un personnage de comédie au milieu du IVe siècle. Bienheureux genre littéraire! D'abord, les spectateurs connaissent l'histoire avant même qu'un mot ne soit prononcé. Et le poète n'a qu'à réveiller leur mémoire. Si je dis Édipe, on connaît tout le reste. Son père, c'est Laios, sa mère, Jocaste, on sait ce qu'il a fait, ce qu'il a subi. Et quand le poète n'a plus rien à dire, on lève la mécanée et les spectateurs sont contents. 50 ans après les premiers concours de tragédie, on crée à Athènes des concours de comédie où l'on se moque des gens au pouvoir et des auteurs de tragédie. La comédie est le lieu de la parodie, mais elle a aussi une visée éducative. Défendre la cité contre tous les abus politiques et culturels. Elle est née de la rue. Lors des cortèges joyeux, en l'honneur de Dionysos et Comos, sorte de carnaval. Le plus connu des auteurs est Aristophane, dont on a conservé 11 pièces sur 42. En quoi la comédie est-elle différente de la tragédie? La
La tragédie cherche à éveiller terreur et pitié chez le spectateur, en présentant les destins tragiques de ses héros. Alors que la comédie les fait réfléchir en les faisant rire. Elle vise toujours des événements ou des hommes contemporains. Alors comment la comédie fait-elle rire? Les acteurs peuvent être plus de 3. Ils n'ont pas de cothurne, c'est-à-dire de chaussures hautes. Donc ils se déplacent rapidement. Ils ont des gros ventres, des gros derrière enroulés, avec d'énormes sexes en cuir. Et leurs masques sont plus grossiers que dans la tragédie, ce qui leur donne un aspect plus animal. Le chœur est plus nombreux. 24 choreutes. Il fait une procession débridée où les pièces se terminent souvent par un mariage, où sexe et ripaille se mélangent. L'imagination des auteurs est sans limite, puisque les choreutes sont déguisées en guêpes, en cavaliers, en charbonniers ou même en nuages. Les personnages se font des gags, s'invectivent dans des combats de gueule. Le chœur se démasque et s'adresse directement au public en traduisant la pensée de l'auteur. C'est ce qu'on appelle la parabase. Le chœur des femmes, dans les Thesmophories, une pièce d'Aristophane, dit. Et maintenant, chantons nos propres louanges en exécutant la parabase. Chacun nous dit pique-pente de la race des femmes. Nous sommes le grand fléau des hommes, tout vient de nous. Chagrin, querelle, rébellion terrible, procès, guerre. Mais voyons, messieurs, si nous sommes un fléau, pourquoi nous épousez-vous? Cette proximité entre le chœur et les acteurs, bon nombre de metteurs en scène actuels rêvent de la retrouver. Une des cibles préférées d'Aristophane est le poète Euripide, dont il se moque dans les Thesmophories et dans les Grenouilles. Extrait. Euripide dit à Dionysos en parlant d'Échille. On ne me demande pas, Dionysos. Je prétends lui être supérieur dans mon art. Je le connais, moi. Je l'ai scruté depuis longtemps. C'est un faiseur de caractère farouche, présomptueux, au langage sans frein, sans retenue. Un inventeur de mots pompeux et sonores. Vraiment? Oui. Ô fils de la déesse champêtre, c'est toi qui parles ainsi de moi. Ô débitant de bavardage, faiseur de mendiants, repatasseur de loques, tu n'auras pas à te réjouir de telles paroles. La comédie nouvelle. Le théâtre est lié à la vie de la cité. Or, au 5e siècle, Athènes est vaincue par Sparte et perd son hégémonie et tombe sous la domination macédonienne qui s'étend de la Grèce aux portes de l'Indus. Pakistan actuel. Nous n'avons pas conservé de pièces d'auteurs de cette époque, mais celles d'Échille, de Sophocle, d'Euripide, d'Aristophane sont jouées partout dans cet empire, grâce à des troupes ambulantes qui jouent cette fois dans des théâtres en pierre. Car toutes les cités hellénistiques, c'est-à-dire de culture grecque, font construire des théâtres en pierre dont nous voyons encore les ruines aujourd'hui. Le seul auteur de cette époque que nous connaissons est Ménandre, un auteur de comédie qui vécut à Athènes un demi-siècle après la mort d'Aristophane. Athènes, sous domination macédonienne, est devenue une ville d'esclaves et de soldats. Il n'y a plus de liberté civique, donc plus besoin d'éduquer le spectateur par le théâtre. Les gens se replient sur eux-mêmes, sur leurs problèmes d'argent, de famille. Et Ménandre dépeint cette réalité athénienne dans ses pièces. La comédie avec Aristophane était farcesque et satirique. Celle de Ménandre est plus bourgeoise, puisqu'elle s'inspire de la réalité de la ville. Plus d'obscénité, plus d'attaques personnelles sur les hommes politiques ou les artistes, plus de cœur, porte-parole du public, sauf dans les intermèdes entre chacun des 5 actes. Il existait d'autres auteurs, et Ménandre est parvenu jusqu'à nous, car Plaute et Terence, auteurs latins, se sont inspirés de lui. Molière, lui-même, lui emprunte les noms grecs de ses personnages et quelques-uns de ses scénarios. Un conflit entre un père et un fils qui est aidé par un serviteur astucieux, les fourberies de Scapin, une prostituée qui se révèle être une fille de bonne famille, et bon nombre de coups de théâtre. Le théâtre romain. Rome fait la conquête de la Sicile en moins de 141 et découvre le théâtre, car la Sicile est de culture grecque. Ils sont fascinés par les intrigues des pièces grecques qu'ils adaptent en latin par décision du Sénat. Alors où fait-on du théâtre à Rome? Sur les places, dans la rue, tout est en bois, démontable et provisoire. Les acteurs jouent sur les tréteaux, le public est debout. Au fond de la scène, il y a des sortes d'étagères
pour admirer les richesses de celui qui offre la représentation. Car Rome, c'est la civilisation du spectacle. Être citoyen romain, c'est être avant tout spectateur du pouvoir militaire, judiciaire, incarné par de riches citoyens. Le théâtre n'a pas pour but d'éduquer le spectateur, mais de le divertir. Car pour un Romain, il est impossible que des problèmes de la République soient portés à la scène, ou même que des leçons morales sortent de la bouche des histrions, qui ne sont que des esclaves ou des affranchis. Acteurs en latin se dit histrion. Ils sont tous professionnels, que des hommes. Non, sauf dans le mime, où certaines actrices sont connues, comme Cythéris, La maîtresse d'Antoine, le lieutenant de César. puis l'amant de Cléopâtre. Ouais. Les acteurs de tragédie jouent masqués et les acteurs de comédie jouent sans masque jusqu'à la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les spectateurs sont debout, ils voient mal, il faut donc qu'ils reconnaissent facilement les personnages, grâce à la couleur de leur costume, À leur mimique, à la position de leurs doigts, à leur déplacement. Les grandes oreilles sont signes de méchanceté. Les yeux mi-clos et le teint pâle, c'est le débauché. La tignasse rousse, c'est l'esclave, etc. Contrairement à la mimésis grecque, ce qui dicte le déplacement des personnages, ce n'est pas la vérité, mais la musique. Leurs chants, sens et sons confondus, sont organisés par le rythme et le plaisir de jouer avec les mots. L'auteur que nous connaissons le mieux est Titus Massus, surnommé Plotus, Plaute, celui qui marche à plat, un acteur de comédie en sandales, et non pas avec des cothurnes. Citoyen romain sans fortune, chômeur, on dit qu'il fut soldat, meunier. Il écrit des comédies à l'image de sa vie. Il a du succès et il s'enrichit. Il aurait écrit 108 pièces, parmi les plus connues. Amphitryon, que Molière reprendra, et plus tard, au XXe siècle, Giraudoux. Ou bien Le Loularia, la marmite, qui inspira Molière pour l'avare. Extrait. Oh, je suis perdu. Je suis mort. Je suis assassiné. Où courir? Hop là! Où ne pas courir? D'abord, madame! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Mais qui l'arrêtera? Je ne sais, je ne vois rien. Je vais en aveugle. Il est le maître de la comédie Motoria. Wouhou! Mouvementé. Il sait faire taire son public qui est debout et inattentif par des grossièretés, comme ces gentillesses dites à des courtisanes. Escratae! Putain, Scribidae! éclopé, Stridabidae! épilé, Sordidae! sale. Et il interpelle le public pour qu'il se taise dans ses prologues. Écoute-moi maintenant, spectateur. Puisse-t-il s'en suivre du bien et pour vous, hein, et pour moi, et pour cette troupe, et pour ceux qui la possèdent. Maintenant, toi, le héros, fais en sorte que tout le public ouvre ses oreilles. Allez. Moi? Oui, vas-y. Mais, pas trop fort quand même. Ils ont rien fait là. Attends. C'est bon, ça va, calme-toi, assieds-toi. Et veille seulement à ne pas avoir fait cela pour rien, hein? Terence naît lorsque Plaute meurt. On dit que c'est un esclave carthaginois qui a reçu une brillante éducation grâce à son maître, qui l'a ensuite affranchi. Et qu'il mourut lors d'un naufrage de retour de voyage en Grèce où il serait allé chercher les dernières pièces de Ménandre pour s'en inspirer. Dans 4 des 6 pièces que l'on a retrouvées de lui, il s'inspire directement de Ménandre. Les premiers théâtres en pierre sont construits bien après leur mort. C'est le général Pompée, rival de César, qui fait construire le premier à Rome, en moins 55, pour faire admirer son butin à des spectateurs assis. Car nous l'avons dit, Rome est la civilisation du spectacle. De riches citoyens offrent au peuple des divertissements pour les empêcher de se révolter. Le chant, la danse, la pantomime, les acteurs vedettes qui se taillent la part du lion. Et les lions, une part de gladiateurs. Font partie de l'événement théâtral. C'est cette fête qui s'inscrit dans l'inconscient collectif, pas le texte. Les poètes n'obtiendront qu'un salaire, jamais la gloire. Les textes serviront simplement de prétexte à la représentation. Ils sont rarement conservés. Les spectacles commencent le matin très tôt, par un prologue, suivi d'une tragédie, puis d'une comédie, et se terminent par une sortie appelée exodium, un mime ou une atellade, qui sont des farces improvisées avec des masques, un peu comme dans la comédie d'art au XVIe siècle, et qui finissent la fête. 100 jours par an, au début de l'Empire, sont consacrés au théâtre. Mais avec le développement des jeux du cirque et les courses de chars, eh bien les pièces de théâtre ne sont plus jouées. Alors que jouait-on dans les théâtres antiques comme celui d'Orange, pas loin d'ici, de Vaison-la-Romaine, d'Arles, de Vienne, il y en a partout en Europe. Oui, pardon? Je sais, Ouais. des spectacles d'origine mythologique, Voilà. plutôt pornographiques.
Oui, bon. Oui, pour plaire au public. Eh ouais, c'est la faute du public, c'est ça. C'est comme les amours de Pasiphae et du taureau, réalisés sans trucage. C'est ça, sans trucage. Oui, ils mettent le taureau. Non, ça va, j'ai compris. Oh, oh. Éducation nationale. Oh, ou la reconstitution des 12 travaux d'Hercule. Des 11 travaux d'Hercule, avec de vrais fauves. Les Romains ont rajouté un mur en fond qui ferme le théâtre d'origine grecque. Et, pour le confort des spectateurs, un vélum pour les protéger du soleil. On est bien là-dessous, hein? Mais c'est pas pour y faire du théâtre, non? Non. Le public cultivé, lui, va dans des odéons, des petits théâtres de 500 à 800 places, alors que les autres en font 5000 pour écouter du théâtre, des conférences, de la poésie ou de la musique. C'est là que seront lues les pièces de Sénèque, le seul auteur tragique romain dont les pièces nous soient parvenues. On pense que ces tragédies sanglantes à sujet mythologique n'ont jamais été jouées. Par contre, elles ont profondément inspiré un auteur espagnol au XVIe siècle, Calderón, que l'on verra tout à l'heure. William Shakespeare, auteur anglais de la même époque. Et chez nous, au XVIIe siècle, Corneille et Racine. Plus de théâtre pendant 6 siècles. Attention, t'as vu? Terminé. 6 siècles. 6 siècles. C'est pas, je veux dire, pas 3 semaines. Non? C'est le principe. Ouais, 6 ans. 6 siècles, c'est ça? Ah tiens. Quoi, c'est long, 6 siècles, hein? Attention, tu vas tomber. Je te surveille. Musique. Vous êtes technicien ici? Il y a des techniciens? Et voilà, problème de technique. Eh ouais. Possible qu'il y ait une belle musique du Moyen-Âge, mais là, il n'y en aura pas. Le théâtre est condamné par les pères de l'Église pour cause d'obscénité. Et le christianisme devient religion d'État à la fin du IVe siècle. Les invasions barbares ravagent l'Empire romain. Et les pierres des théâtres servent à édifier les fortifications. L'Empire romain s'effondre. Pendant 6 siècles, jusqu'en l'an 1000, la pratique théâtrale disparaît des théâtres et devant un public nombreux. Il y a tout de même une survivance des œuvres de Plaute et de Terence, que les clercs, les gens d'église et les gens instruits copient et jouent entre eux. Parallèlement, les monteurs d'ours, les mimes, les acrobates pratiquent le théâtre dans la rue, ainsi que les jongleurs qui, comme les Aèdes, autrefois dans la Grèce antique, théâtralisent leurs chansons de gestes. Après l'an 1000, c'est la religion qui fait appel au théâtre pour éduquer le peuple analphabète par des représentations de la vie religieuse. D'abord,
latin dans le cœur des églises. Puis en langue profane sur le parvis, et dans la rue, et dans le cœur des églises. Le théâtre français naît de cette double tradition, religieuse et profane. Le Moyen-Âge n'a pas produit de grandes œuvres dramatiques. Que jouait-on au Moyen-Âge? Des pièces de théâtre inspirées de la Bible, appelées les jeux. Les jeux sont une forme de théâtre qui mêle le religieux et le profane, comme par exemple le jeu de Courtois d'Arras, que l'on retrouve dans l'Évangile, selon saint Luc, placé dans un contexte contemporain. Le héros, qui s'appelle Courtois, va dans un bordel d'Arras. Il est riche, il dilapide son bien et il est puni en se faisant gruger par les prostituées. Ce théâtre mêle des propos comiques et moralisateurs. Un siècle plus tard, Adam de la Halle, dit le Bossu, qui est également musicien, adapte pour le théâtre une pastourelle, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une bergère que courtise un chevalier. C'est le jeu de Robin et de Marion. Robin est fiancé à Marion. Il est goinfre, vantard, peureux. C'est le personnage comique de la pièce qu'on retrouvera plus tard chez Molière et chez Marivaux. Il y a dans ces pièces des chants et des danses, comme dans les comédies-ballets chez Molière, ou même dans le Vaudeville, que l'on verra tout à l'heure. On pense même que ces pièces sont à l'origine de l'opéra comique. Au XIVe siècle, le théâtre connaît un long déclin. La guerre de 100 ans et la peste noire déciment une partie de la population européenne et mettent fin au jeu. Lorsque la paix revient, la joie et la culture peuvent renaître. Et la seconde moitié du XVe siècle connaît une explosion de formes comiques. Tiens, c'est à cette époque que l'on écrit des farces. Comme une viande vient farcir une autre viande. Ces divertissements venaient farcir un spectacle sérieux pour faire rire les spectateurs. Le schéma de la farce est toujours le même. Un bon tour joué à une dupe, un bonnet ou un cocu, par exemple. La plus longue et la plus connue est la farce de Maître Patelin. Extrait. Qu'est-ce qu'il y a? Comment vous vous démenez? Vous êtes devenu fou! Et ne vois-tu pas ce que je sens? Voilà un moine noir qui vole, attrape-le, passe-lui une étole au chat, comme il monte! Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Oh, vous n'avez pas honte, ne remuez pas tant! Oh, monsieur, venez le voir, il est au plus mal. Alors bon, il est vraiment malade depuis ce matin qu'il est revenu de la foire. De la foire, n'importe quoi, oui. Mais oui, je sais qui est allé. Maître Pierre, le drap que je vous ai donné à crédit, il faut me le payer. Oh, maître Jean, j'ai fait des petites crottes dures comme pierre, rondes, noires comme des pelotes. Faut-il que je prenne un autre lavement, là? Les personnages sont figés dans le rôle, ils n'évoluent pas, car la farce est faite avant tout pour faire rire. Les jeux se jouent sur des foires, ou sur les ponts comme les ponts à Paris. Tiens, c'est là que Molière enfant les a découvertes, car elles ont survécu jusqu'au XVIIe siècle. Alors au XVe siècle, on a la farce, mais aussi la sottise. La sottise est un théâtre engagé et politique. Le Charlie Hebdo et le Canard enchaîné de l'époque, mais au théâtre. On met sur scène deux groupes de personnages qui s'opposent. Les sots d'un côté et les hommes politiques de l'autre. Les sots sont en fait des sages qui dénoncent par l'arbitrarie le roi et ses ministres. Ils font une critique satirique de la société, se moquent des prêtres, des médecins. Ce théâtre est censuré et disparaît. Mais on retrouve les sots chez Shakespeare, avec les bouffons du roi, ou même chez Voltaire, chez Rabelais, ou encore chez Alfred Jarry, dans Hugues du Roi. Alors on a la farce, la sottise, mais aussi les mystères. Les mystères représentent de façon théâtrale toute la vie d'un saint. Le plus long et le plus connu est le mystère de la Passion. Une immense fresque de 35 000 vers qui durait 4 jours entiers, avec des moments de festin et de repos, et qui parle de la vie du Christ. Ou bien les mystères du siège d'Orléans, qui parlent de la vie et de la mort de Jeanne d'Arc. On les jouer sur les places des villes à Noël, à Pâques ou à Pentecôte, où l'on dressait des décors grandioses, que l'on disposait en arc de cercle et que l'on appelait des mansions, qui représentaient l'enfer, le paradis, les palais, etc. Plusieurs scènes se jouent simultanément à l'extérieur des mansions et non à l'intérieur par une centaine de figurants, sans aucun souci d'unité de temps, de lieu ou d'action. L'art théâtral du Moyen-Âge mélange les genres et les registres. On passe du moral au comique, du sérieux au burlesque. Il mêle le chant, la danse au dialogue dans un spectacle complet. Cet héritage ne sera jamais oublié, car chants et danses subsistent encore au XVIIe siècle, avec Molière et les comédies-ballets, ou même dans le Vaudeville au XIXe, que l'on verra tout à l'heure, ou encore aujourd'hui, ou encore bon nombre d'artistes mêlent le théâtre, les arts du cirque, la danse et la musique. 4 événements considérables marquent la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. L'imprimerie,
Il fait circuler les idées et les textes à grande vitesse. La naissance d'une nouvelle religion, le protestantisme. La Renaissance, qui consiste en la redécouverte de la civilisation gréco-latine. Et les grandes découvertes qui changent la vision géographique du monde. Et le théâtre, dans tout ça, eh bien, il subit encore une profonde mutation, partout en Europe. Jusque-là, bénévoles, certains comédiens veulent être rétribués. Alors pour ça, il faut qu'ils jouent dans des lieux clos pour pouvoir faire payer l'entrée. Dans des lieux les plus petits possibles pour réduire les frais. Et devant un public le plus riche possible. Et aussi jouant des pièces ayant le moins de rôles possible parce que la part de recette de chacun sera ainsi meilleure. Tu comprends? Si moi je suis tout seul à jouer, je paye personne. Voilà. Et je me passe surtout pour moi. Ah. Eh bien alors, mais, tiens, alors, tiens. Alors j'étais en train de dire que ce n'est plus le théâtre offert par le pouvoir politique, le pouvoir religieux à des périodes exceptionnelles, mais le théâtre du quotidien, voilà, réservé à ceux qui ont les moyens de payer, dans des lieux plus clos. Le texte prend toute son importance. C'est le début du temps des auteurs. Le théâtre redevient un genre littéraire. Plusieurs pays au XVIe et au XVIIe siècle vont développer une forme originale de théâtre. En Italie, c'est le développement de la comédie dell'arte qui se joue masqué. En Angleterre, le théâtre élisabétain. En Espagne, le théâtre du siècle d'or. En France, au XVIIe siècle, le théâtre classique. En Italie, non, Angelo Berco di Ruzzante est considéré comme le précurseur de la comédie dell'arte. Auteur, metteur en scène, acteur principal, il prend le nom du personnage qu'il a inventé, Ruzzante. Qui veut dire le badin, le folâtre. Il ne joue pas masqué, mais crée un personnage populaire facilement identifiable. Un paysan. Vieux. Rusé. Vantard. Toujours berné. Exploité. Il s'inspire de Plaute. Mais ces personnages naissent de ses observations de la rue, des paysans déracinés par les guerres. 10 pièces de nuit nous sont parvenues, qui furent jouées devant un public de lettrés. Extrait. Menato et Ruzzante sont amoureux de la même fille. Menato, par dépit amoureux, veut mettre fin à ses jours en se pendant et en se jetant au fond d'un puits. Oh Flo. Oh, le cochon, l'assassin, il m'a planté là où j'ai semé. Qui appelle? Menato. Qui ça? Menato. C'est pas Menato ça, c'est le diable. Dans l'eau. C'est Menato. Que fais-tu là, animal? Fais la douille, remonte-moi. Dis-moi, Menato, est-ce vrai ce qu'on raconte que tu serais amoureux de la fleur? De quoi te mêles-tu, hein? Réponds-moi, est-ce vrai? La peste de qui t'a fait, si tu me remontes, la fille est à toi, es-tu content? Mais comment pourrais-tu me la donner? Tu n'es pas sa mère. Je la connais, je lui parlerai. Tu lui parleras, tu lui diras ce que je n'ose lui dire, qu'il n'y a pas à Padoue, ni dans toute la Vénétie, de plus belles femmes, en commençant par le bas, à savoir par les pieds. Oui, mais en commençant par les pieds, mais pardouille-moi là. Ah, Fleur! Toi, ma sœur, toi dont les cuisses épaisses ressemblent aux maîtresses branches du noyer, à l'écorce lisse, fraîche, tendre, et tirant sur le blanc. Tire sur le blanc et remonte-moi. Oh! Fesses belles et rondes, quand tu les vois, tu ne peux pas t'empêcher de leur donner de l'amour à pleine main, comme pour en raboter les Oh, copeaux. raboter les copeaux, mais pardouille-moi là. Oh, ventre! Alors saute le ventre, saute le ventre. Je tiendrai jamais jusqu'au téton là. Oh, tétons énormes qui feraient la joie d'un vacher, et Paul peut nous apporter outre-mer notre Seigneur. Oh, joues persillées, plus que le jambon salé. Oh, dents de grande rave. Oh, rêvasseur de merde. Vas-tu me laisser longtemps mariner les olives? Après sa mort,
à la moitié du XVIe siècle, se constituent un peu partout en Europe des troupes capables de jouer tout ce que le public désire. Du théâtre savant, Plaute, Terence, des tragédies, des comédies et des farces. Et c'est surtout grâce à la farce que ces troupes se font remarquer partout en Europe, à tel point que le terme de commedia dell'arte, théâtre improvisé et professionnel, en vint à irriguer toute l'Europe. C'est ce genre théâtral joué par des personnages fixes, volubiles et acrobatiques utilise tout ce qu'ils ont à leur disposition pour rendre des scènes rapides. Et ils se cachent, sautent par les fenêtres, ils improvisent sur des scénarios écrits à l'avance. Les comédiens utilisent des masques stylisés en cuir qui cachent le haut du visage. Il y a Pantalon, vieux commerçant, avare, libidineux. Ah oui, je suis libidineux, oui. Oui, je suis avare, c'est à cause de ma femme là-bas et de mes enfants qui n'arrêtent pas de me tromper. Oui, mais j'ai inspiré Molière pour Angot et Harpagon. Et il a plu ici ou quoi? C'est quoi ça? Il y a de l'eau là, c'est quoi? Il a plu, oui, c'est ça. Ah, voilà Arlequin, c'est mon valet. Son nom vient d'Hélequin, petit démon médiéval. C'est un valet chômeur qui cherche à travailler, enfin pas trop quand même. Et puis il y a le capitaine. Alors lui, c'est un soldat. Il est trouillard. Et il est plein de trucs, quoi. Enfin, un gros. Et on le retrouve dans l'illusion comique de Corneille, quand même, voyez-vous, c'est pas rien. Et puis il y a le docteur. Le docteur, lui, c'est le père des savants ridicules, comme les Diafoirus dans le malade imaginaire. Et puis il y a Brighella. Alors lui, c'est le père des comédies, des valets de comédie. Voilà, les valets de comédie. Et oui, c'est lui qui a donné son nom à Sganarelle, par exemple, et à Figaro plus tard. Oui, c'est bien ça. Il y a Polichinelle, Puccinelle. Lui, c'est un vieux garçon avec un bosse plein de ruses et de méchanceté, je sais pas beaucoup. Et puis il y a encore... Ah, et puis il y a Pierrot. Il est jeune, comme toi. Oui. Il est beau, non pas comme toi. Et comme toi, oui, voilà, parce qu'il y a la pluie. Et il ne peut pas tout avoir, le pauvre. La pluie, la laideur, tout. Non, il faut qu'il soit un peu... Voilà. Et puis il y a il y a Colombine. Et puis la servante délurée et la femme. Toutes les trois sont jouées par des femmes non masquées. Mais c'est une nouveauté. Ah oui. Les comédiens, par souci d'économie, font jouer leurs femmes. Plusieurs troupes sont montées jusqu'à Paris. L'une d'elles, dirigée par mon ami Scaramouche, s'installe au Petit Bourbon, celle qu'elle partage avec Jean-Baptiste Poquelin, dit... Molière, toi ton bac, c'est bien. Il a dit là-bas... Le théâtre élisabétain. Du nom de la reine Élisabeth Ier. Celui de Marlowe et de Shakespeare. Est né dans les cours d'auberge où s'installaient les troupes. Elles installent leur tréteau contre le mur. Le public, lui, entoure la scène sur les trois côtés. Les plus riches s'installent au balcon. On peut faire payer l'entrée, car on peut fermer l'accès. À la fin du XVIe siècle, se constituent un peu partout, en Europe, des théâtres qui reprennent exactement cette même architecture, comme le théâtre du Globe sur les rives sud de la Tamise, où Shakespeare crée 35 pièces sur les 37 qu'il a écrites. Le théâtre du Globe est un théâtre à ciel ouvert qui se joue avec la lumière du jour. Le mur auquel est adossée la scène comporte des galeries qui avancent au-dessus de la scène, pour figurer des lieux différents, comme par exemple le balcon de Juliette, sur lequel grimpe Roméo. Adieu, je ne manquerai pas une occasion, mon amour, de t'envoyer un souvenir. Yahoo!
j'ai dans l'âme un présage fatal. Psst, psst, psst. Crois-tu que nous ne reverrons jamais? Je n'en doute pas. Wouhou! Oh Dieu, j'ai vraiment un présage fatal. To be or not to be, that is the question. Va, soufflez à crever vos joues. Je casse tout avec le vent de souffle. Va, soufflez à crever vos joues. Va, soufflez à crever vos joues. Écrasez le globe massif du monde. Dégorgez-vous jusqu'à ce que vous ayez submergé et submergé nos clochers. Et toi, éclair sulfureux, actif comme l'idée, avant-coureur de la foudre qui prend les chênes. Ah, venez roussir ma tête blanche. Oh, that is the question. Et toi, tonnerre exterminateur, écrase le globe massif du monde, brise les moules de la nature et détruit en un instant tous les germes qui feront l'ingrate humanité. Et that is the question. To be or not to be, that is the question. To be or not to be. Oh. Pour Shakespeare, le monde est un théâtre, et ses pièces en reflètent la complexité. C'est cette tentative à vouloir saisir un monde toujours en mouvement qui est caractéristique du baroque. Shakespeare écrit des tragédies et des comédies, dans lesquelles il se livre à une réflexion politique sur le pouvoir et dénonce les passions qui poussent les hommes à leur perte. Il est très proche en cela des auteurs grecs que l'on a vus au tout début, ou de Sénèque, l'auteur latin dont on a parlé, dont il s'inspire dans certaines de ses pièces. On le considère comme le plus grand poète dramatique de tous les temps, par l'ampleur et la variété de son œuvre. À la même époque, l'Espagne atteint son apogée. C'est le siècle d'or. Elle est riche grâce à son or venu de ses colonies d'Amérique. Et ses possessions sont immenses. Et culturellement, elle fascine l'Europe par son éblouissante culture. Son théâtre va influencer directement les auteurs français du XVIIe, Corneille, Rotoux Et Molière. Comme les troupes anglaises, itinérantes à cette époque, les troupes espagnoles choisissent les lieux clos et payants des cours d'auberge. Elles inventent le choral, un espace entre les maisons, avec la scène au fond. Le public est debout. Et les femmes sont séparées des hommes. Et les plus riches sont au balcon. C'est assez ouvert. Et nous sommes en Espagne. Donc il fait très chaud. Donc on tire un vélum, comme dans les théâtres romains, au-dessus du choral. Dès la fin du XVIe siècle, apparaissent à Madrid des lieux de théâtre fixes. On en comptera 40, ce qui montre l'engouement de l'Espagne pour le théâtre. Les 3 auteurs les plus représentatifs du siècle d'or sont Lope de Vega, Tirso de Molina et Calderón. Lope de Vega! C'est le père du théâtre espagnol. Il a écrit 2000 pièces et puise son inspiration partout, dans l'actualité, dans le passé médiéval et dans sa propre vie. Il est fait moine à 49 ans. Tirso de Molina devient moine à 17 ans. Disciple de Lope, il écrit 400 pièces. Donc, le trompeur de Séville, le convive de Pierre, qui fera connaître le personnage de Don Juan, que Molière reprendra plus tard. Pedro Calderón de la Barca écrit un théâtre de l'excès, excès de passion, excès de la foi. Il compose 500 pièces dont La vie est un songe. Hors d'orateur, des fiestas de la cour, Comme Molière avec Louis XIV. Il soigne les décors et les mises en scène de ces pièces qui jouent devant le roi Philippe IV d'Espagne. Il est ordonné prêtre à 51 ans. En France, au XVIIe siècle, il existe des lieux de théâtre très populaires, en extérieur. Dans les foires, les commerçants font jouer des farces pour attirer les clients. C'est là que Molière voit jouer enfant, voit jouer Tabarin et Gros René. Ces acteurs deviendront plus tard les acteurs de sa troupe. Nous connaissons tous l'histoire de Molière et de sa troupe ambulante.
comme Thespis à l'époque antique, comme les comédiens de la Commedia dell'arte. La tour de Molière jouait sur les plateaux. Dans certaines villes de France, il existe encore des places de la comédie comme à Avignon et à Montpellier. C'est là que les tréteaux sont montés. Parallèlement, va se développer un théâtre qui va faire la gloire de la France, dans toute l'Europe. Le théâtre classique, où le joue-t-on? À Paris uniquement, et dans des lieux clos. D'abord à l'Hôtel de Bourgogne. C'est là que Racine jouera la plupart de ses pièces. Ah, il y a aussi les Gelosi venus d'Italie, Oui, mais pour ils la en Commedia dell'arte, oui, mais ils en sont plusieurs fois expulsés. malgré leur succès. Oui. Ensuite, par amour du théâtre, Richelieu fait ouvrir une seconde salle. C'est l'Hôtel du Marais, où Corneille jouera aussi la plupart de ses pièces. Louis XIV installe Molière au théâtre du Palais Royal. Avec les Italiens de Scaramouche. Voilà. Ces théâtres sont d'anciens jeux de paume. Ils ont pour public les nobles et les riches bourgeois. Le théâtre n'est plus à ciel ouvert Il est payant. et dépend des largesses du public. Pour des raisons d'éclairage, les pièces sont structurées en actes d'une vingtaine de minutes chacun. En effet, l'éclairage est à la bougie. Les entr'actes sont donc nécessaires pour moucher. C'est-à-dire couper le bout carbonisé de la mèche. Sinon, elle fume S'éteint. et le public n'y voit plus rien. Ces contraintes concernent aussi bien la tragédie que la comédie. Effectivement, contrairement à ce que faisaient les Anglais et les Espagnols, le théâtre français au XVIIe siècle sépare peu à peu le tragique du comique. C'est ainsi que s'élabore la règle des trois unités, ainsi que l'élabore Boileau dans son art poétique à la fin du XVIIe. Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin, le théâtre rempli. Qu'en un lieu, un seul décor, qu'en un jour, 24 heures, un seul fait accompli, une action principale. Tienne jusqu'à la fin, le théâtre rempli. Unité de lieu, unité de temps, unité d'action. La tragédie, c'est le genre noble. Corneille, dans Horace, s'inspire de l'histoire romaine. Racine, dans Phèdre, de la mythologie. Les héros sont tous de rang élevé, nobles, princes ou rois, et s'expriment en vers. N'allons point plus avant. Demeurons, cher Eunone. Je ne me soutiens plus, mes forces m'abandonnent. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois, et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. En revanche, l'univers de la comédie est tout autre. Elle met en scène des personnages contemporains, le plus souvent des bourgeois au caractère ridicule, dont se moquent les valets. Le jeu des acteurs est vif, et leur diction naturelle, comme le préconisait Molière. 7 ans après la mort de Molière, en 1680, Louis XIV crée une troupe de théâtre unique en France, la Comédie Française. Un des 5 théâtres nationaux actuels. Elle joue le répertoire des pièces françaises dont elle a le monopole. Le seul autre théâtre autorisé à jouer est l'Hôtel de Bourgogne. Donné aux Italiens. Oui, mais alors attends, parce qu'ils jouent en italien, mais ils en seront expulsés à la fin du siècle. C'est comme ça que je te dis. À partir de 1708, Louis XIV établit sur l'ensemble du territoire la censure royale. Elle durera jusqu'en 1907, à savoir à peu près 2 siècles, avec quelques interruptions lors des révolutions. Le pouvoir contrôle donc la production théâtrale. Attends. Qu'est-ce que tu as contre les Italiens là? Quoi? Qu'est-ce que tu as contre les Italiens? Chaque fois que je parle des Italiens, tu ramasses chez eux. J'ai rien, T'es moi. comme Trump, tu veux mettre des murs partout. Mais arrête, c'est pas moi, c'est Louis Charter pour XIV. Je envoyer- suis pas Louis XIV, moi. Ouais, c'est ça. Ça va, c'est bon. Voilà, 18e siècle. Alors, la comédie française et les acteurs et les auteurs étant contraints par la censure royale, ceux qui veulent s'exprimer plus librement jouent dans les foires. C'est là que Marivaux, qui n'est pas encore reconnu, écrit ses premières pièces. Pour les Italiens, que le régent a fait revenir dès le début du siècle. Voilà, les Italiens, je les ai fait revenir. Ah ouais, et alors, c'est pour ça que on trouve Harlequin chez Marivaux. Les Italiens. Les Italiens. Heureusement qu'on rapporte tout ce monde. Bon, enfin, bref. Le 18e siècle. Le 18e siècle est la période où le théâtre se développe partout en France. Influencé par les idées des Lumières, les nobles et les riches bourgeois pratiquent avec passion le théâtre en amateur. Ce qui va permettre la construction de théâtres presque partout en France. Dans presque toutes les grandes villes de France, on va construire des théâtres à l'italienne. Comme par exemple le théâtre d'opéra à Avignon, place de l'Horloge. C'est un théâtre à l'italienne. Ces théâtres apparaissent au XVIIe siècle en Italie et sont construits au départ pour l'opéra. Ces théâtres se développent partout en Europe au XVIIIe siècle. Spectateurs et acteurs ne sont plus dans le même lieu. Les spectateurs sont dans une salle en fer à cheval et compartimentés selon leur origine sociale. Les plus riches sont au parterre,
les nobles et les officiels au premier balcon, et les employés, les valets, au poulailler, tout en haut. Mais tout le public est assis. Le public est séparé de la scène par le cadre de scène, le rideau rouge qui tombe à la fin de chaque acte. Les décors sont en trompe-l'œil et utilisent la perspective pour donner l'illusion de la réalité. Ils sont suspendus dans les cintres et une machinerie permet de les faire descendre. En 1785, la Comédie Française, logée au Théâtre Français, construite tout exprès, et c'est une salle à l'italienne, puisque c'est l'Odéon actuel. Que jouait-on dans ces salles, pas de tragédie? Que me font à moi, sujet paisible d'une monarchie du XVIIIe siècle, les révolutions d'Athènes et de Rome, demande Beaumarchais. Le public est lassé des personnages héroïques et des sujets antiques. Il attend des pièces d'actualité, comme par exemple la comédie du mariage de Figaro, qui est une satire sociale. Le valet, Figaro, dénonce le privilège des nobles et dit à son maître: Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie? Ça suffit. Fortune, un plan. Mais qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Cette pièce est censurée en 1781, mais jouée en privé devant la cour et à la Comédie Française. Le jeu des acteurs, les costumes et les décors sont plus réalistes que dans le drame bourgeois. L'autre genre théâtral qui, à cette époque, connaît un énorme succès et dont Diderot est un fervent défenseur. Diderot, dans le paradoxe, pour le comédien, dit aux acteurs: ne pensez pas plus au spectateur que s'il n'existe pas. Il invente un quatrième mur qui sépare la scène de la salle. Diderot demande aux acteurs de faire naître des émotions pour que le public s'identifie à eux. Et paradoxalement, sans que l'acteur soit ému lui-même. Car être acteur, c'est un métier. C'est une technique. Ouais, mais on sait très bien que les émotions ne se répètent pas comme ça sur commande. C'est connu, les acteurs qui donnent l'impression d'être émus ne le sont pas. Ce n'est jamais dans la foule de l'émotion primitive que l'acteur est le meilleur. Et après de longues semaines de travail. Le problème est posé. Pour le résoudre, il faut inventer une méthode. Mais c'est Stanislavski qui en élaborera une 100 ans plus tard, à Moscou, qui sera en grosse partie en contradiction avec la pensée de Diderot. 1789, la Révolution française, c'est une période importante pour le développement du théâtre en France. En 1792, Robespierre proclame: Les théâtres sont les écoles primaires des hommes éclairés et un supplément à l'éducation nationale. Il renoue avec la conception du théâtre grec, antique. Nous l'avons vu, nous sommes sous une révolution, donc la censure est abolie et tout le monde a le droit d'ouvrir un théâtre en France. À cette période, à Paris, sur le boulevard du Temple, vont se concentrer un grand nombre de lieux de distraction. Théâtre, cabaret, saltimbanque et funambule, la fête y est permanente jour et nuit. Et c'est là que va naître un nouveau genre théâtral qui va connaître un énorme succès, le mélodrame. Désolé. Ah oui, bien sûr. Je me suis trompé de genre. On fait pleurer le public avec des situations stéréotypées, toujours les mêmes, influencées des romans noirs alors à la mode. Une jeune fille, Oui, vertueuse, merci. orpheline, Ah oui. qui est aimée par un jeune au cœur pur. Ah ouais, ça c'est sûr. Ils sont menacés par un théâtre Dieu qui a tous les vices. On introduit quelques éléments comiques pour détendre l'atmosphère. Mais on multiplie sur scène les combats sanglants. Le poignard, on y meurt à volonté pour le plus grand plaisir du public. Et tous les méchants sont punis ou se repentent. Napoléon fait fermer presque tous les théâtres en 1807. Ouais. Et non, mais Louis XVIII les fait rouvrir en 1815, c'est pas la peine de dire. Non, Ne ferme pas. non, ferme pas, ça va très vite. 20 000 personnes les soirs de beau temps se massent sur le boulevard du Temple, qu'on appelle aussi le boulevard du crime. Pourquoi? L'almanach des spectacles dira des acteurs en 20 ans. Totin a été poignardé 16 302 fois. Et Marty a subi 11 000 empoisonnements. Et Frénois a été immolé 27 000 fois de différentes façons. Et Mademoiselle Dupuis a été 75 000 fois une innocente enlevée, séduite ou noyée.
le 19e siècle. Le 19e siècle est un siècle de contestation et de bouleversement. Deux types de théâtre se développent. Un théâtre que nous connaissons sur le boulevard du Temple, qui connaîtra son apogée dans la seconde moitié du siècle, où l'on joue des comédies légères avec des passages chantés que l'on appelle des vaudevilles, comme Le Chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche, où se côtoient grisette, ouvrier, étudiant et petit bourgeois. Le jour du mariage se trompe de maison, et c'est un très joli gage digne de Charenton. Christy, mon gendre, tout est rompu. Ah, du sanglant outrage qui fait rougir mon front. Dans un affreux carnage, je vais laver l'affront. Son œil mon sauvage me donne le frisson. Dans quel affreux carnage ma nage et ma maison. Et un théâtre plus intellectuel, plus politique, qui essaie de se développer à la Comédie Française. Le chef de file de ces auteurs romantiques est Victor Hugo. Le 25 juillet 1830, bien avant Le Chapeau de paille d'Italie, c'est la bataille d'Hernani. Dans le public, venu voir Hernani, une pièce de Victor Hugo, deux clans s'affrontent. Les contres d'un côté qui défendent le théâtre classique et font semblant de dormir et ronflent bruyamment. Et de l'autre, les pour, de jeunes barbus, chevelus, excentriques, qui applaudissent bruyamment et qui sont conduits par Théophile Gautier et son célèbre gilet rouge. Les romantiques gagneront la bataille d'Hernani, mais ils auront beaucoup de mal à imposer leur vision du drame. Pour Hugo, le drame doit rendre compte de tous les aspects du monde et doit toucher tous les publics. C'est pour cela que son théâtre est lyrique et épique, mais aussi comique et pathétique, car l'être humain est double. Il peut être génial ou grotesque. Ruy Blas, laquais amoureux d'une reine, est en fait un imposteur, mais il se révèle être aussi un ministre génial. Il meurt de cette contradiction. Le drame romantique, celui d'Hugo, de Musset ou de Vigny, revendique la liberté de l'art. Et comme dans le théâtre bourgeois, il mêle les registres comiques et tragiques. Mais il ne s'intéresse pas à des personnages contemporains. Ces auteurs s'inspirent de Shakespeare ou des auteurs allemands comme Goethe et Schiller, qui mettent en scène des personnages historiques. L'éclairage est au gaz, plus de bougies à moucher. Donc, les auteurs n'ont plus à se soucier de la longueur de leurs actes. Musset, dans Lorenzaccio, indique 35 changements de décor. Il garde seulement l'unité d'action. Le héros charrie avec lui la destruction. Hugo, pour se démarquer du mélodrame, écrit le plus souvent en alexandrin, auquel il donne un nouveau rythme, comme par exemple dans Hernani. Le XXe siècle. Le XXe siècle est un siècle de continuité et de changement. Siècle de continuité, car tous les acteurs sont connus depuis l'Antiquité et sont joués jusqu'à nos jours. C'est ce qu'on appelle le répertoire. Siècle de changement avec 4 événements importants. La découverte du théâtre oriental grâce aux colonies françaises qui sont dans les pays orientaux. L'influence de la psychanalyse, la concurrence du cinéma et les nouvelles technologies comme l'électricité. Le théâtre va subir encore une profonde mutation. Dès la fin du XIXe siècle, apparaît une fonction importante, celle de metteur en scène. Le mot entre dans la langue en 1873, et cette fonction va marquer presque tout le théâtre du XXe siècle. Désormais, il y a une personne qui choisit une pièce, les acteurs, les costumes, les décors, en relation avec une équipe. Et sans être forcément ni acteur, ni auteur. La fonction peut suffire à elle-même. À cette même époque, la France a un immense empire colonial, le deuxième du monde. 95% de l'empire français se trouve dans les colonies. Les artistes sont influencés par le théâtre oriental, où tout est symbole. Le théâtre indien, le théâtre chinois, le théâtre No, le théâtre de poupées japonais, le théâtre de Bali, qui est un théâtre qui mêle tous les registres, danse, chant, ballet de combat, etc.
Ce théâtre ne cherche pas à révéler la réalité. C'est un théâtre du rêve et des chimères. Il est très proche, de par sa conception, du théâtre grec antique. Les acteurs sont tous des hommes. Il n'y a pas de séparation entre la scène et la salle. Leur jeu est codé avec une absence totale de réalisme. Ils sont influencés aussi par un mouvement suédois et allemand, l'expressionnisme, en relation avec les recherches du psychanalyste Sigmund Freud. Qui lui-même se sert des mythes, comme celui d'Édip. Les auteurs dramatiques à cette époque vont écrire des scènes sans se soucier de la logique. Dans les années 20, naît aussi le théâtre d'agite-prop, agitation et propagande. D'abord en Russie, puis aux États-Unis. C'est un théâtre politique qui renaît en France dans les années 60, et bien sûr en 1968. Influencé par le cinéma, alors en pleine expansion dans les années 20, les metteurs en scène vont vouloir abandonner les salles à l'italienne pour trouver des salles plus en contact avec le public, comme c'était le cas dans le théâtre grec, médiéval et élisabétain. À Moscou, en Grande-Bretagne, en Russie ou même à Paris, les architectes conçoivent des espaces scéniques à géométrie variable. L'acteur est au centre et les spectateurs sont autour. Ou alors plusieurs scènes où peut se développer un jeu simultané. Louis Jouvet et Jacques Copeau, acteurs et metteurs en scène, aménagent le théâtre du Vieux Colombier, aujourd'hui une annexe de la Comédie Française, de façon à en transformer l'espace scénique. Plus de cadres de scène, plus de rideaux rouges qui tombent à la fin de chaque acte, mais un proscénium avec des plateaux sur différents niveaux reliés par des marches. L'utilisation de l'électricité va offrir de nouvelles possibilités pour l'éclairage des salles. Quels sont les auteurs les plus représentatifs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe? Alfred Jarry, avec Ubu Roy, dont les premiers mots « Merde » font scandale. Merde! Oh, voilà du joli, Père Ubu. Vous êtes un fort grand voyou. Que ne vous assomme, je Ce m'érubu! n'est pas moi, Père Ubu, c'est un autre qu'il faudrait assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Oh, tu es si bête, oh, si bête. Paul Claudel, grand voyageur, il écrit au Japon Le soulier de satin et annonce La scène de ce drame est le monde. y compris dans tous les pays, toutes les époques, mêle tous les genres théâtraux, tous les registres. Comme par exemple dans Le soulier de satin, une immense pièce fleuve d'une douzaine d'heures, où l'annoncier, au début du spectacle, dit « Fixons, je vous prie, mes frères, les yeux sur ce point de l'océan Atlantique, qui est à quelques degrés au-dessus de la ligne, à égale distance de l'ancien et nouveau continent. On a parfaitement représenté ici l'épave d'un navire dématé qui flotte au gré des courants. Toutes les grandes constellations de l'un et l'autre et de l'autre hémisphère, la grande ours, la petite ours, Cassiopée, Orion, la croix du Sud, sont suspendues en bon ordre comme d'énormes girandoles et comme de gigantesques panoplies autour du ciel. Je pourrais les toucher avec ma canne autour du ciel. Et ici-bas, un peintre qui voudrait représenter l'œuvre des pirates, des Anglais, probablement, sur ce pauvre bâtiment espagnol. Antonin Artaud. Antonin Artaud, influencé par le théâtre oriental, veut révéler le monde inconscient. Il appellera cela le théâtre de la cruauté. L'allemand Bertolt Brecht, lui, conçoit le théâtre comme une tribune et ne veut pas que les spectateurs s'identifient au héros, car cela endort son esprit critique. Il crée un phénomène de distanciation entre spectacle et spectateur. Exilé aux États-Unis, car il est anti-nazi, il écrira La résistible ascension d'Arthur Louis, qui est une parodie de l'ascension d'Hitler. Mais il aura écrit, bien avant, et créé à Berlin en 1928, l'opéra de Katsu. Le requin, lui, il a des dents. Les maquis a un couteau. Le requin montre ses dents. Les maquis cachent son couteau. Ses nageoires sont rouges sang quand le requin est en chasse. Mais Maki, lui, porte des gants et ne laisse aucune trace. La
Après la Seconde Guerre mondiale, les auteurs dramatiques vont révolutionner la scène européenne. Jean Genet, Eugène Ionesco, Arthur Adamov, Samuel Beckett, c'est la seule photo où il rit. Et j'ai entendu, entre autres, pour eux, le drame de l'homme, c'est de ne pas pouvoir communiquer. Le dialogue traditionnel est brisé. Le monde est devenu absurde et l'homme se retrouve dans une solitude extraordinaire. L'homme est mutilé chez Adamov et Durenman. Il est transformé en rhinocéros chez Ionesco. Handicapé et jeté aux poubelles chez Samuel Beckett dans Fin de partie. Malgré le désespoir, ce théâtre fait rire. Fin de partie de Beckett, il y a à peu près 5 ans, a été étudié dans les classes de français qui passaient le baccalauréat, en France là. C'est dire l'importance de cette écriture. Car, après ce qui s'est passé à Auschwitz et ailleurs, les auteurs contemporains, enfin les auteurs de l'époque, ne pouvaient plus écrire de la même manière. Donc ils ont radicalisé leur écriture. Mais, vous voyez, ce texte proposé à des jeunes gens qui vont passer le bac, ça veut dire que ça a vraiment beaucoup d'importance. Mais revenons dans les années 20, car plus que jamais, le théâtre démontre un engagement politique. Et désormais, à côté des auteurs engagés, les metteurs en scène vont vouloir imposer la vision de leur art. Et leurs choix seront plus ou moins suivis par le pouvoir en place. Il y a très peu de théâtre subventionné. Il y a très peu de vas-y, beaucoup là. Il y a très peu de théâtres subventionnés par l'État à cette époque. La Comédie Française et l'Odéon, qui doivent se consacrer au théâtre classique. Mais la masse des spectateurs préfère aller dans les théâtres de boulevard, voir justement du théâtre de boulevard. Sacha Guitry dans ses propres pièces, ou Rému dans les pièces de En 1913, Jacques Copeau crée à Paris la troupe du Vieux Colombier avec 2 jeunes auteurs et 2 jeunes acteurs, Louis Jouvet et Charles Dulin. Ils mettent en scène des auteurs classiques et des auteurs contemporains dont ils offrent une nouvelle vision. Ils mettent en scène Claudel, Romain Gide, Roger Martin Dugard. En 1927, Louis Jouvet regroupe 3 chefs de troupe. Gaston Batty, Georges Pitoef et Charles Dulin. Et crée le cartel. Chacun a son propre théâtre et sa conception du théâtre. Mais ils achètent du matériel en commun et font de la publicité en bannissant toute trace de vedettariat. Ils montent des auteurs classiques et des auteurs contemporains comme Giraudoux, ou bien Jean Cocteau, Jean Anouilh ou Pirandello. Sous le Front populaire, en 1933, la Comédie Française fait appel à Jacques Copeau. Et au metteur en scène du cartel, excepté Pitoef car il est russe, pour la sauver de son déclin. Leurs mises en scène sont reconnues et la Comédie Française retrouve son éclat. Pendant la guerre, dans Paris occupé, malgré les restrictions, les Parisiens vont au cinéma et au théâtre. Antigone, Seule distraction qui leur reste. Antigone de Jean Anouilh. Huis clos de Sartre et le malentendu de Camus sont présentés à cette époque. Le théâtre dans les camps de prisonniers Les discussions dans les maquis, toutes classes confondues, vont faire naître peu à peu l'idée que le théâtre et la culture doivent être offerts au plus grand nombre. Après la Seconde Guerre mondiale, la révolution dramaturgique des années 50 et la décentralisation théâtrale vont continuer à transformer le théâtre français. La décentralisation théâtrale, c'est donc une volonté politique d'offrir du théâtre au plus grand nombre sur l'ensemble du territoire français. Jeanne Laurent, alors sous-directrice de la danse et de la musique, crée 5 centres dramatiques nationaux et aide en 1947 Jean Vilar à créer le Festival d'Avignon. La décentralisation théâtrale continue dans les années 60 avec André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles en 1959, qui crée des maisons de la culture presque partout en France, autour d'un théâtre. Après mai 68, on voit l'apparition de grandes troupes de théâtre, comme celle du Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine, un théâtre qui est créé par des étudiants en 1959, qui s'installe à la Cartoucherie de Vincennes en 1971. Ils y sont toujours, encore, ils font de magnifiques spectacles. Ou bien la troupe du Grand Magique Circus, Jérôme Savary, qui attire les fous, mais en dehors des salles de spectacle. Ça va être une période importante pour le développement du théâtre en France.
Ce développement va trouver un écho politique en 1981, quand Jack Lang devient ministre de la Culture et obtient un budget qui représente presque 1% du budget de l'État. Notre histoire racontée s'arrête à cette période, car traiter des 25-30 dernières années tiendrait plus de la sociologie que de l'histoire. Cependant, vous avez vu, le 1% a disparu. Mais le manque de pensée culturelle de l'État, le manque d'argent chronique dont souffre le théâtre aujourd'hui, ne suffira pas à le faire disparaître. Car fort des 25 derniers siècles que nous venons d'évoquer, le théâtre est un art vivant où des hommes viennent agir et parler devant d'autres hommes qui sont spectateurs. Les artistes maintiendront le théâtre coûte que coûte. Tant que la démocratie sera vacillante, cette nécessité s'imposera dès le monde. Le théâtre subira, ou est en train de subir aujourd'hui, encore de profondes modifications, mais cette période s'écrit à l'instant même où l'on vous parle. on terminera par une pensée d'un grand homme de théâtre qui est mort encore en 1991, qui s'appelait Antoine Vitesse, qui a dirigé la Comédie Française, par exemple, à la fin de sa vie. Et il parlait de la fin du XXe siècle. Et nous sommes déjà bien entamés dans le XXIe. Il disait que peut-être qu'on considérera cette fin de siècle comme un âge d'or théâtral, qui aura connu un grand nombre d'auteurs, un grand nombre de metteurs en scène, et un grand nombre de compagnies de théâtre. Jean-Claude Grambert, Marcel Maréchal, Michel Azamar, Catherine Anne, Noël Renaud, Armand Gatti, Dario Fo, Eugène Ionesco, Bernard-Marie Coltès, Planchon, Mouchki, Antoine Vitesse, Peter Beau. Chiraud, Vincent, Lavelli, Peter Rank, Marcel Maréchal, Durif, Valetti, Corman, Olivier Pi, Tess, Lagarce, Lesliche, La Carrière, Jean-Michel Rive, Jean-Luc Lagarce, Voilà. Merci à vous. Bravo, bravo. Hein Merci. De rien. merci. Ça me touche. Ça a été un plaisir de...